Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une pierre du chakra 1 et qui s'appelle le rubis. Donc, c'est une pierre rouge que beaucoup de gens connaissent en joaillerie. Et là, donc, je vais vous la présenter sous sa forme en lithothérapie, c'est-à-dire on va l'utiliser plutôt en pierre roulée. Alors bon, moi, j'en ai qu'un petit exemplaire parce que ce sont des pierres quand même qui coûtent cher, même en roulé, hein, même en brut. Donc voilà, elle a une couleur rosée à rouge profond. Ici, celle-ci est plus violacée. Donc le rubis est une pierre enfin ça va être une vidéo peut-être un petit peu plus longue que les autres, car c'est une pierre qui a une large histoire et beaucoup de propriétés. Donc je vais essayer de rien oublier. Donc son nom vient du latin rubeus, donc qui signifie rouge. Durant l'Antiquité, déjà, on sait qu'on utilisait le rubis et les Romains avaient une appellation spécifique pour le nommer, puisqu'ils l'appelaient carbon colorum, ce qui signifie petit charbon ardent, en fait, pour reprendre en fait la couleur rouge, comme si c'était quelque chose qui avait le feu, quoi, hein. C'était un feu ardent ou braise ardente. Donc parmi ces pierres, on trouvait donc également le grenat et dans ces pierres rouges, parce qu'en fait à cette époque-là, les Romains n'arrivaient pas encore à faire la différence entre le rubis, la spinelle ou le grenat. Ils avaient donné cette appellation pour au moins trois pierres en tout cas qui étaient de même couleur ou qui avaient à peu près le même éclat. Donc au Moyen Âge, elles deviennent des biens très précieux et on leur prête beaucoup de vertus, notamment celle d'apaiser la colère, de protéger les rêves et d'être bénéfique pour la terre. La pierre de rubis hante ainsi les légendes. On lui reproche d'être l'apanache des dragons et des chimères au Moyen Âge, avec beaucoup de légendes qui se collent dessus. Au fil de l'histoire, la pierre de rubis est vite devenue la pierre des rois. C'est la pierre du pouvoir, hein, donc de Saint-Louis en passant par qui c'est qu'il y avait Charles V et aussi le duc de Berry. Tous possédaient un magnifique rubis, hein, qui a été, qu'on a vu ou dessiné ou peint, vu dans l'histoire. Le rubis et les rois d'Orient, donc là c'est encore une autre histoire en fait, hein, c'est-à-dire que là c'était en Occident, mais en Orient aussi le rubis va être une pierre qui va être très prisée et où on va retrouver des pièces assez énormes à cette époque-là. C'est un symbole important de la religion islamique encore de nos jours. Et dans le Coran, il est mentionné comme étant étroitement lié à la création de l'homme. La plupart des souverains donc, orientaux en possédaient, ils en étaient même couverts, hein, dans la bijouterie, la joaillerie, le rubis était très très présent, car il était donc symbole de grand pouvoir. Et à partir du XVIe siècle, le diamant commence à détrôner cette pierre, puisque c'est à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'on commence à tailler le diamant pour lui donner sa couleur un petit peu particulière, enfin son éclat en fait particulier. Jusqu'au XVIIe siècle, on ne taille pas les pierres, hein. À partir du XVIe, XVIIe, c'est le diamant qui va détrôner un petit peu cette pierre des monarques, et les monarques vont plutôt utiliser le diamant que le rubis. On ne lui prête donc plus autant de pouvoir fantastique qu'avant, et il perd peu à peu de son charme. Médecins et philosophes ne croient plus aux histoires sur les dragons et les chimères, et les découvertes scientifiques donc sur cette pierre détrônent les anciennes superstitions. Toutefois, cette pierre garde un statut de premier rang dans la joaillerie, c'est-à-dire que c'est vraiment, donc elle fait partie des pierres précieuses, hein, c'est un corindon, donc c'est une pierre qui va se tailler et on va vraiment chercher en fait dans le rubis un éclat particulier, une couleur particulière, et c'est vraiment en fonction de sa couleur que ça va lui donner sa valeur.
Oui, à partir du 19e siècle, donc vers 1800, les progrès faits en gémologie, c'est-à-dire l'observation avec des instruments de plus en plus fins, permettent de classer le rubis donc, parmi les corindons, au même titre que d'autres pierres. Donc c'est la pierre de naissance des gens qui sont nés au mois de juillet. Elle incarne au niveau symbolique la passion, l'amour et la romance, au même titre que dans les fleurs, la rose rouge par exemple. Depuis des temps immémoriaux, le rubis est également associé à de nombreux mythes. Les anciens Indiens y ont vu un feu intérieur éternel, susceptible d'accorder la longévité. Les vertus et les propriétés de la pierre de rubis en lithothérapie, dans ce qui nous intéresse un petit peu plus. On trouve une mention de la lithothérapie avec le rubis dès le XVIe siècle. Et aujourd'hui, on attribue toujours aux élixirs des vertus revivifiantes et désinfectantes. C'est une pierre de vie. Il donne courage et loyauté. Il symbolise le bonheur et le feu ardent, donc comme on l'a vu chez les Indiens. On l'associe en priorité au premier chakra, donc chakra de base, et les vertus sur le plan physique, on va voir plus particulièrement, donc il y en a beaucoup, hein, sur le plan psychique aussi, et un petit peu moins sur le plan spirituel. Donc il protège d'abord le cœur et le système circulatoire en augmentant la pression sanguine. Donc il faut faire attention à tous les gens qui ont de l'hypertension, ne pas l'utiliser trop longtemps. De l'hypertension ou des tachycardies aussi, la tachycardie ventriculaire peut augmenter en fait les risques d'infarctus ces gens-là. Elle sera bénéfique donc pour toutes les maladies virales et celles où une bonne vitalité et où une haute qualité de sang va être demandée, donc par exemple dans les leucémies par exemple, etc. Elle stimule aussi le fonctionnement des reins et des glandes surrénales. Elle préserve des intoxications et des contagions. Elle aide à faire baisser le taux de cholestérol. Elle redonne tonus et vitalité, pardon, favorise la longévité, améliore l'acuité visuelle, soulage aussi les tensions de crampes dans les règles douloureuses aussi. Favorise l'activité sexuelle, protège du mal de mer, je vous avais dit, il y en a pas mal. Hein. Voilà, ça, globalement, on a fait un petit peu le tour de tout ce que ça travaille physiquement. Ensuite, sur le plan psychologique, donc on l'a vu un petit peu avec le courage, elle développe la confiance en soi et la persévérance. À ce titre, elle est très indiquée pour les gens qui sont timides. Elle favorise aussi la prospérité, régule l'hyperactivité, stimule la créativité, accroît toutes les passions en fait, hein, préserve de la jalousie et favorise la sagesse, éloigne aussi les cauchemars et favorise les rêves positifs. Alors, elle ne devra pas être utilisée sur les gens, par exemple, qui sont trop autoritaires, voire violents, car elle pourrait amener encore plus de violence, hein, plus d'énergie à ces gens-là. Et donc il faudra l'équilibrer à ce moment-là avec une pierre verte sur le chakra du cœur et une pierre bleue aussi sur le troisième œil, à la lapis-lazuli par exemple. Et sur le plan donc spirituel, c'est une pierre donc qui est très matérialiste, hein, puisqu'elle est sur la base, ce chakra de base. Donc elle va renforcer la joie primaire, primitive et notre désir de vivre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain. Merci beaucoup pour votre attention.